Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler essentiellement de la vérité sur mon quotidien avec la maladie chronique et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vis, de quoi aujourd'hui je suis atteinte, les difficultés que je rencontre au quotidien autant dans ma vie personnelle que professionnelle, toutes les phrases qu'on a pu entendre qui sont déstabilisantes et pas toujours très sympathiques à entendre et un peu donner des conseils peut-être aux gens qui regardent. Euh, Si toi tu me regardes et que tu n'es pas malade mais que tu connais quelqu'un de malade ou que tu aides quelqu'un de malade, peut-être des petits conseils pour améliorer son quotidien. Donc je me suis quand même fait une petite présentation. Si je regarde sur le côté, c'est juste pour me rappeler les points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Elodie, j'ai 23 ans et je suis atteinte de la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, c'est quoi? C'est une maladie qui touche essentiellement les nerfs, les muscles, les fibres de tout notre corps, donc sachant qu'il y a quand même beaucoup de fibres, voilà, qui entraîne des douleurs diffuses et chroniques, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la fatigue chronique et plein d'autres petits désagréments qui sont pas très appréciables, malheureusement, on n'a pas le choix, on vit avec. J'ai les douleurs depuis environ 7-8 ans. Le début du diagnostic de la fibromyalgie a commencé à être posé il y a à peu près 2 ans et on a été fixé il y a un mois. Voilà, comme quoi la maladie, enfin l'errance médicale est assez longue. Je sais que je suis pas la plus à plaindre parce qu'il y en a pour qui ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Il y en a pour qui c'est plus rapide, mais on va dire qu'en moyenne c'est à peu près ça, je crois que c'est une dizaine d'années. Donc voilà, 8-9 ans de douleur, se trimballer sans savoir ce qu'on a, c'est déjà pas mal je trouve. Il faut savoir qu'il y a 8-9 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou gauche et on ne savait pas ce que j'avais. Donc on a mis ça un petit peu sur la croissance en disant que voilà, c'est pas grave, c'est parce que j'étais en train de grandir que j'avais des douleurs et que ça passerait. Le problème c'est que c'est jamais passé. Donc comme je commençais vraiment à boiter et à avoir vraiment très mal, on a fait toute une batterie d'examens. Donc j'ai fait IRM, scanner, radio, j'ai tout fait et on n'a jamais rien trouvé. Ils ont été jusqu'à me dire vous avez rien, vous avez juste un peu de l'eau dans le genou, mais rien de très grave. Donc en fait on n'a rien fait. Sauf que j'avais cette fragilité là qui m'empêchait vraiment de marcher au quotidien. Alors je marchais pas à cette époque-là avec une canne ou quoi que ce soit, mais je boitais souvent, j'avais souvent des douleurs vives dans le genou, et c'était embêtant de savoir qu'on va voir 15 000 médecins et que tout le monde nous dit que c'est soit la croissance, soit c'est juste que on mange pas assez, on est un petit peu plus fragile que les autres, parce que bon, j'ai jamais été très forte, mais il y a une époque où j'étais beaucoup plus maigre que ça, alors pas en anorexie, mais j'étais un peu en sous-poids, on va dire. Et donc on a dit c'est parce qu'elle est un peu faible, un peu fragile qu'elle a mal. Bref. Mais bon, ça commençait un petit peu à me peser, je me faisais souvent mal aussi, des espèces de petites entorses un peu partout, du genou, du pied, enfin bref. Donc petit à petit, ça s'est développé vers les chevilles, le pied, et après, impossible de vous dire, j'ai l'impression que c'est tout le corps qui a pris. Donc voilà, ça c'était il y a 8-9 ans, comme je vous ai dit. Et après, j'ai eu un enchaînement, on va dire, de chocs psychologiques. Alors ça, c'est moi qui le dis. Et j'ai l'impression qu'en fait ce choc psychologique il y a à peu près 5 ans a aggravé plus ou moins les symptômes. Ça veut dire que je me suis retrouvée à avoir vraiment très mal et partout. J'avais déjà mal avant, j'avais mal au ventre, j'avais mal aux articulations, enfin il y avait toujours quelque chose. On me disait toujours de toute façon t'as toujours un pied de travers, il n'y a jamais rien qui va. Voilà, on m'appelait Madame Cerfeuil, hein, quand elle a pas mal au cul, elle a mal à l'œil, excusez-moi du terme. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Moi je commençais à me renfermer un peu sur moi parce que j'avais l'impression de saouler les gens, de commencer à me plaindre un peu trop en disant que j'avais mal à un endroit puis à un autre, et sachant que en fait j'avais rien, donc même on me disait écoute c'est dans ta tête, enfin y a rien quoi, des stress. Parce que je suis une grande stressée aussi. Donc voilà, ça n'a pas arrangé les choses. Mais comme j'ai commencé à en avoir un petit peu marre de tout ça, j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant et de lui dire j'en peux plus, ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose, ou m'orienter vers un rhumato, ou bref. Il a pas voulu. Il a pas voulu, m'a dit que voilà, pour lui c'était dans ma tête, que si j'y pensais moins, j'aurais moins mal. Pourquoi pas?
Donc au début, ben voilà, je l'ai cru sans le croire, mais parce que je savais que j'étais pas folle, mais je me suis dit, je vais essayer de moins me concentrer sur le ressenti que j'ai, sur les douleurs, et effectivement, peut-être ça va passer. Mais vous savez quoi? Ça n'est jamais passé. Donc je commençais un petit peu à en avoir marre et j'ai enchaîné les rendez-vous et j'ai vraiment insisté pour lui dire écoutez, il me faut quelque chose parce que j'en peux plus. Donc de là, il m'a diagnostiqué une petite dépression et il m'a donné des antidépresseurs que je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris parce que j'ai une maman qui est aussi atteinte de la fibromyalgie et qui m'a dit quand même les douleurs que t'as, machin, ça peut être un peu similaire à ce qu'elle avait elle. Donc moi en fait j'étais pas persuadée, mais je savais que ça pouvait se rapprocher de ce type de pathologie. Et donc j'avais envie qu'on creuse de ce côté-là et pas qu'on me dise que je suis en dépression, c'est dans ma tête, donc j'ai mal. Bref, donc j'ai pas pris les antidépresseurs et je suis retournée le voir avec ma maman et je lui ai dit il me faut une lettre, je veux aller voir un rhumato, je veux qu'on sache quoi. Il a fini par céder. Donc il m'a fait la lettre, on a été voir une rhumato et je lui ai tout expliqué, je lui ai expliqué mes symptômes, je lui ai expliqué mes douleurs, le fait que j'avais pas de sommeil réparateur, que je me sentais toujours fatiguée, que j'avais toujours mal quelque part et que j'en pouvais plus quoi, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc elle m'a auscultée. Donc pour les personnes qui ont la fibromyalgie, vous êtes sans doute passé par là, on va voir le rhumato, il nous ausculte et en fait il y a 18 points sur la fibromyalgie, sur le corps, les épaules, les hanches, les coudes, enfin il y a plein de points, les cervicales. Et en fait si une simple petite pression sur ces points-là vous fait mal, donc on compte, et à partir je crois de 10 ou 11 points, je crois que c'était 11 points, on vous dit qu'en fait vous êtes sûrement atteint de la fibromyalgie. Le souci avec ce diagnostic-là, c'est que, enfin le diagnostic en général de la fibromyalgie, c'est que c'est un diagnostic d'élimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va vous prescrire plein d'examens, des scanners, des IRM, des prises de sang, enfin, à tire-larigot, pour essayer d'éliminer toutes les petites pathologies ou grosses pathologies qui ont les mêmes symptômes que la fibromyalgie et qui pourraient expliquer du coup notre état. Donc ça prend beaucoup de temps parce que y a plein de pathologies qui ont les mêmes symptômes. Je pense notamment, enfin moi ce qu'on a cru que j'avais et j'y reviendrai, le lupus, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. Donc il y a plein de pathologies différentes et donc il faut les éliminer pour pouvoir dire bon bah voilà, on a tout éliminé, ce que vous avez c'est la fibromyalgie. C'est pour ça que c'est très long. Et c'est long parce qu'aussi on tombe pas sur les médecins qui sont toujours à l'écoute ou qui connaissent la pathologie ou qui veulent y croire, et on tombe souvent sur des médecins qui vous disent c'est dans votre tête, allez voir un psychologue, vous êtes en dépression, on vous donne des antidépresseurs et ça va aller mieux. J'ai été voir la rhumato, elle a regardé tous les points et elle en a diagnostiqué du coup 11. Elle m'a dit voilà c'est sur 11 mais bon on va quand même faire des tests, donc j'ai fait les batteries d'examen. J'ai été faire multiples prises de sang. Et à chaque fois, il n'y avait rien. Logique, puisque la fibromyalgie ne se voit pas dans le sang, ni dans les radios d'ailleurs. Et donc, j'avais rien du tout. Et c'est fatigant en fait de revenir toujours au rendez-vous. Elle vous dit non, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que moi je souffre, je suis fatiguée, j'ai mal partout, il y a plein de choses qui découlent derrière et je peux pas rester comme ça. Donc elle aussi m'avait donné un antidépresseur, je crois que c'était du Lyrica, que j'ai pris mais vraiment pas longtemps parce que ça me convenait pas. Et voilà, j'ai arrêté de le prendre et je lui ai dit ça me va pas, il faut qu'on trouve autre chose. Donc je crois qu'elle voulait me donner du Cymbalta mais j'ai jamais pris, j'ai été voir d'autres médecins entre temps, donc tous les rendez-vous, j'ai été voir un deuxième rhumatologue pour avoir un autre avis. Donc lui aussi penchait sur la fibromyalgie, mais m'a refait faire des tests et il m'a demandé d'aller voir un neurologue au cas où, on sait jamais. Voilà. Pour lui, c'était pas la sclérose en plaques, il n'y avait rien de nerveux, juste que j'avais des réflexes assez vifs. Et donc il m'avait conseillé de faire une scintigraphie osseuse, ce que j'ai fait. J'ai fait une scintigraphie et pareil, rien du tout. Voilà. Donc on est resté comme ça, et comme ça commençait à vraiment fatiguer de toujours aller voir les médecins et de ressortir de ces rendez-vous en n'ayant rien de positif à entendre et en restant bloqué parce que les médecins vous disent écoutez on tourne en rond, c'est pas ce que vous avez, génial. Parce que nous quand on est malade, qu'on souffre vraiment des fois vraiment le martyre,
sans pour autant faire une victime, hein. Mais quand on n'est pas bien, qu'on va voir un médecin, on attend d'avoir la solution, ou au moins qu'on vous écoute, qu'on prenne en considération ce qui va pas, et qu'on vous dise, bon bah voilà, on va faire telle et telle chose, ça va aller, on va essayer de trouver tel et tel traitement, bon bref, j'en sais rien. Mais quand on ressort de là et qu'on vous dit, bah de toute façon on n'a rien, ou qu'on vous bourre juste de médicaments pour tester comme si on était des cobayes, j'avoue que c'est pas une considération tellement appréciable. Donc j'ai fini par prendre des rendez-vous en médecine interne parce que je me suis dit quand c'est des pathologies un peu rares ou qu'on connaît mal, des fois la médecine interne ils connaissent un peu mieux, ils ont des spécialistes donc pourquoi pas essayer. Je regrette. Je regrette parce que j'ai été voir un professeur euh, que j'ai, si vous me suivez sur Instagram, vous reconnaîtrez le nom de ce professeur qui m'a fait littéralement chialer. J'ai été le voir en lui apportant toutes mes analyses, en lui disant voilà, lui expliquant un petit peu les choses. Il m'a ausculté 4 minutes. Voilà, pour lui, c'était un lupus. Ok. Donc il m'a donné à prendre un traitement sur 6 mois, c'était du Plaquenil. Et m'a dit voilà, on se reverra dans 6 mois. Si le traitement a fait effet, ben c'est que c'était bien le lupus quoi. Ok. Donc je le prends, mais sans grande conviction, et je vais prendre rendez-vous dans un autre hôpital. Donc le premier c'était à la Salpêtrière, le deuxième à Cochin, sur Paris. Et je décide du coup d'avoir un autre avis encore une fois. Donc là, cette fois-ci, on me dit que c'est peut-être pas le lupus, à voir. De bien prendre le médicament pendant les 6 mois, mais que eux aussi ils savent pas trop, ça peut être la fibromyalgie, pas tellement le lupus, bon bref, on tourne un peu en rond, mais je me dis on verra bien quoi. 6 mois après, du coup, je suis retournée voir le premier professeur, je lui ai apporté mes analyses. La grande surprise, c'est qu'il m'a d'entrée agressée pour me dire que, parce qu'à mon avis, les hôpitaux de Paris communiquent, vous voyez. Et du coup, oui, vous n'avez pas le droit d'être suivi dans 2 hôpitaux différents. Vous savez, mademoiselle, il faut faire des choix. Bref, il m'a agressé en me disant de toute façon, ça servait à rien d'aller voir ailleurs parce qu'elle vous a prescrit les mêmes analyses que moi, ce qui n'était pas vrai, hein. Mais bon, bref. Donc il m'agresse un peu. Et puis il change d'avis en me disant de toute façon, en vue des analyses, c'est pas le lupus que vous avez, mais continuez de prendre le traitement. Alors que je lui ai dit que le traitement m'avait strictement rien fait. C'est-à-dire que je vais pas prendre des médicaments qui vont bousiller le foie et qui vont pas me soulager dans mes douleurs articulaires, musculaires, enfin ça sert strictement à rien. Et puis il m'a pas fait d'ordonnance d'ailleurs, hein. Il m'a juste... il a pris le dossier, il a posé et m'a dit au revoir mademoiselle. Donc je suis sortie franchement très très énervée, très choquée de la manière dont ce médecin m'a parlé. Et en pleurs quoi en fait, j'ai pas très bien compris. Donc de ce rendez-vous qui a eu lieu en mars, j'ai décidé de rien faire, de me dire tant pis j'ai ce que j'ai ou je sais pas. Et j'étais tellement dégoûtée que je me suis dit c'est pas la peine quoi. Je suis fatiguée d'aller voir médecin en médecin, ça me saoule. Arrivé au mois de juin, si je ne me trompe pas, j'ai quand même décidé de prendre rendez-vous chez un troisième rhumatologue. C'est une collègue à moi dont le fils est atteint de fibromyalgie et qui est suivi du coup par ce rhumatologue-là à Paris, qui m'a conseillé en me disant c'est un spécialiste de la fibromyalgie, vas-y, tu risques rien, enfin voilà, il faut tenter et tu verras bien si lui confirme ou non. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, ce sera le rendez-vous de la dernière chance. Et du coup j'ai été à ce rendez-vous et agréablement surprise parce que c'est un médecin, et si vous voulez je vous donnerai le nom du médecin, très à l'écoute, qui a pris en considération tous mes symptômes, tout ce que je lui ai dit, qui m'a demandé en quoi ça m'handicapait dans la vie, enfin vraiment des questions dont les autres médecins ne m'ont pas posé en fait. Et donc j'ai été très très surprise. Après les discussions que j'avais eues avec lui, il m'a ausculté et puis on a fait le point. Donc il a confirmé la fibromyalgie. Alléluia. Il a confirmé ça et il m'a trouvé un autre syndrome qui se rapproche fortement du syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est comme ça je crois qu'on dit. Parce qu'en fait il m'a dit voilà vous y pouvez rien et de toute façon on peut rien faire non plus, mais vous avez une hyperlaxité. L'hyperlaxité, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses un peu bizarres, du style attention âme sensible s'abstenir, du style plier le doigt comme ça, du style faire ce genre de choses très très moches, de faire ce geste là mais dans le dos, j'arrive à faire ça, je sais pas comment.
Bref, l'hyperlaxité, ça va favoriser tout ce qui est entorse, tendinite, enfin, c'est comme si tout était lâche. Et après, en fait, après réflexion, je me suis dit, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai commencé à avoir beaucoup d'entorses quand j'étais jeune. Et je savais pas que c'était l'hyperlaxité. Beaucoup d'entorses, j'ai les épaules souvent qui se déboîtent la nuit ou quand je porte quelque chose. Enfin bref, deux handicaps pas très très sympas. Mais au moins, je suis contente parce que on a fixé un nom sur la pathologie que j'ai. Et même si ça a pris du temps, bah maintenant je sais ce que j'ai. C'est pas cool, mais au moins je sais. On va parler maintenant de handicap. Parce que c'est très important, moi ça me tient à cœur de devoir sensibiliser là-dessus. Le handicap, sachez, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques qui vont me rejoindre là-dessus. Le handicap, c'est pas juste d'être en fauteuil roulant ou d'être atteint d'un trouble, comment dire, mental qui se voit ou d'un retardement ou d'un, je sais pas, c'est pas juste d'être, voilà, il y a des handicaps qui sont invisibles, dont la maladie que j'ai, dont plein d'autres maladies au quotidien, mais ne serait-ce que le diabète, ça peut être très handicapant. C'est des maladies invisibles et handicapantes et qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que ça n'existe pas et que c'est pas réel. C'est-à-dire que déjà nous, pour les personnes qui sont malades, c'est difficile d'expliquer déjà à un médecin ou à son entourage, bah voilà, ça me fait telle sensation, déjà de mettre un mot sur les sensations. Quand on vous dit ouais, c'est quoi comme sensation, t'as l'impression de te faire rouler dessus par un camion, bah j'en sais rien, je me suis jamais fait rouler dessus par un camion, mais effectivement je me sens complètement morte, j'ai mal dans tous les membres de mon propre corps et je me sens très faible, j'ai très mal. Des fois il y a des petites métaphores, mais déjà pour nous c'est difficile de devoir expliquer le véritable ressenti qu'on a et de devoir toujours se justifier parce que c'est invisible. C'est quelque chose, moi, et je pense que je parle aussi au nom de d'autres personnes, mais qui est très difficile. J'arrive pas encore à passer au stade de j'arrête de me justifier auprès des gens. Pourtant, je sais que ça sert strictement à rien. Il y a des gens pour qui ils n'ont pas envie de comprendre. Bah, faut arrêter. Mais j'ai ce besoin-là de toujours devoir me justifier. Ah oui, mais tu sais, c'est pas facile pour moi parce que pourtant je me bats. Enfin bref, on rentre toujours dans des débats qui sont sans fin parce que j'ai l'impression de faire tellement d'efforts, de devoir me battre tellement au quotidien, ne serait-ce que de me lever de mon lit, d'aller travailler, de me taper 1 heure de transport en commun où je change 3 fois de moyen de transport et d'arriver en vie et de faire ma semaine complète d'aller au travail, pour moi ce sont des exploits parce que la vie quotidienne a changé depuis que je suis atteinte de ce handicap-là invisible et de devoir toujours dire mais vous vous rendez pas compte, c'est compliqué machin. Déjà j'ai horreur de me plaindre, ça m'énerve de devoir me justifier mais c'est plus fort que moi, je le fais quand même et je le fais souvent auprès de gens qui de toute façon n'entendent pas, ne veulent pas comprendre. Donc ça m'épuise encore plus, j'utilise toute mon énergie qui devrait me servir à faire d'autres choses et c'est du gâchis en fait. Donc là, moi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ça, de douleurs chroniques, de handicap. Je vais parler d'abord pour moi et peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu te reconnaîtras ou tu reconnaîtras une personne avec qui tu vis ou que tu côtoies qui est aussi malade chronique. Moi aujourd'hui je suis arrivée à un stade où j'ai un sommeil qui est non réparateur. Ça veut dire que je peux dormir 4, 6, 12, 18 heures s'il le faut. Dans la même journée, ça ne changera absolument rien. Je serai toujours fatiguée, j'aurai toujours aucune énergie, c'est comme ça. On m'a souvent dit oui, mais tu sais, ton corps, si tu l'habitues à rien faire, tu seras fatigué. Plus tu dors, plus tu seras fatigué. Le problème étant que quand, et des fois j'ai des espèces de crises, je sais pas comment expliquer ça, même au travail ça m'arrive, mes yeux se ferment tout seuls. Mais alors vraiment impossible, s'il faut que je les laisse fermer pendant 10-15 minutes, ok, mais vraiment impossible de les garder ouverts. Et que je sois en train de faire quelque chose ou pas, hein, que ce soit à table, au travail, dans mon lit, devant la télé, debout, ça change rien. Quand j'ai envie de partir, je pars et je peux pas, j'ai pas la main dessus en fait. C'est comme ça. Mon cerveau il dit c'est bon, stop, on est fatigué, on s'arrête. Bah on s'arrête. Donc ça, c'est très handicapant. Au-delà de ça, il y a la douleur. Évidemment, si avec la douleur, ça serait plus ou moins simple. Mais voilà, il y a la douleur. Donc les douleurs, c'est quoi? Ça c'est diffus, ça passe un peu partout. On me dit souvent, mais comment c'est possible d'avoir mal tout le temps et partout? Bah, je sais pas comment t'expliquer, mais effectivement c'est possible vu que je le vis et je suis pas la seule à le vivre. On est des millions sur la planète à vivre ce genre de choses.
Et ça peut très bien être là dans l'heure, je vais avoir mal au coude, et puis 5 minutes plus tard, ça sera le coude et le genou, ou alors j'aurai plus mal au coude mais j'aurai mal au pied, enfin bref. Ça change tout le temps, ça circule, c'est diffus, des fois ça va durer une semaine, des fois ça dure 1 heure, des fois ça dure 10 minutes, des fois c'est des coups, des fois c'est des brûlures. Il y a plein de choses, la liste est très longue donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais effectivement aujourd'hui c'est devenu un très gros handicap pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a des choses de la vie quotidienne qu'on peut plus faire comme avant, ou plus faire du tout. J'essaie de vous trouver des exemples, mais ne serait-ce que de se brosser les dents des fois, se maquiller, prendre une douche, c'est dur. Ça fait mal, si vous saviez, pourtant c'est des gestes anodins, vous rentrez, les personnes, je parle valides, qui n'ont pas de soucis de santé, vous rentrez, vous prenez votre douche, super, hop, hop, on a fini, bref, vous vous essuyez, c'est fini. Moi, rien que de m'essuyer, de mettre la serviette dans mon dos, j'ai l'impression d'avoir des courbatures en moins de 2 minutes à mes épaules, à mes bras, c'est horrible. De devoir se sécher les cheveux, d'avoir, en plus maintenant j'ai les cheveux longs, mais de devoir avoir le sèche-cheveux comme ça, déjà pour des personnes valides, je le répète, d'avoir le sèche-cheveux comme ça, c'est un peu long, vous commencez à avoir mal au bras. Mais alors pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, je vous explique même pas le mal que ça fait. C'est-à-dire que des fois je me dis, vas-y, je me sèche pas les cheveux, tant pis. Et des fois je me dis, j'aimerais bien raser ma tête complètement, je m'en occupe plus, au moins, pas de douleur, on a pas mal et ça va plus vite. Mais je suis pas sûre que ça m'aille très bien. Ça m'aille. Ça m'aille très bien. Bref. Donc voilà, donc il y a les douleurs, il y a la fatigue chronique, il y a la perte de mémoire à court terme. Ça c'est quelque chose, vraiment j'ai du mal. Ça veut dire qu'au travail même, je suis obligée de tout noter. J'ai des post-it partout, je note tout parce que j'oublie. On va me dire quelque chose, je vais dire ouais super et tout, je vais faire autre chose. Et j'oublie. J'oublie des choses, j'oublie ce qu'on me dit. Alors il y a des trucs par contre j'oublie pas, hein, mais la mémoire à court terme j'oublie. Je suis obligée de vérifier 3 fois si j'ai bien fermé une porte, si j'ai bien... Il y a plein de choses qu'on revérifie et c'est très fatigant, c'est frustrant en fait de se dire attends mais j'ai fait quoi hier, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai bien fermé la porte, est-ce que j'ai bien pris ma pilule ce matin. Non mais des fois je me mets des coups de stress parce que j'ai oublié. Et il y a des choses, c'est normal, c'est des automatismes, on le fait tellement tous les jours que on se rend pas trop compte. Il y a des trucs sur lesquels ça pourrait être plus grave. Donc effectivement il y a ça. La perte de mémoire et donc comme je vous ai dit le handicap a un impact sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle. Je vais commencer par vous expliquer pour la vie professionnelle. Avant d'être chargée RH où je suis dans une PME depuis maintenant bientôt 3 ans, j'ai travaillé dans un grand groupe dont je nommerai pas le nom parce que aucun intérêt et j'étais en alternance. À cette époque-là, j'avais déjà des très fortes douleurs et à ça s'ajoutait en fait ma double scoliose, j'avais des problèmes de dos. Mais j'ai su là récemment qu'en fait mes problèmes de dos ça pourrait aussi venir de mon hyperlaxité, enfin pas les problèmes de dos mais les douleurs que j'avais. Moi j'ai expliqué au rhumato que je pensais que c'était ma scoliose, enfin ma double scoliose, il m'a dit non, ça doit pas être ça, ça doit être l'hyperlaxité, bref. Donc à cette époque-là, quand je travaillais dans ce grand groupe, j'avais déjà ces problèmes-là de genoux, de dos, et donc je pouvais pas rester trop longtemps assise parce que ça me faisait mal, et en même temps je pouvais pas, enfin je vais pas rester debout non plus parce que on ne travaille pas debout quoi, derrière un PC c'est un peu compliqué. Et j'étais assez fatiguée donc j'étais obligée de prendre quelques pauses, enfin bref. J'avais des tutrices qui n'étaient pas du tout conciliantes. J'ai un souvenir qui m'a marqué, c'était que la responsable RH dans ce grand groupe, j'avais été la voir pour quelques soucis que j'avais eus et je lui expliquais que moi j'avais besoin de pause, je pouvais pas rester assise tout le temps, que j'avais des douleurs, bref. Et elle m'avait dit si ça te va pas, c'est que de toute façon t'es pas faite pour ce métier-là et que t'as rien à faire ici. J'étais très choquée, hein. J'étais très choquée. Je me suis dit, d'accord, les gens qui ont des douleurs, les gens qui se sentent mal. Alors, est-ce que c'était mon handicap? Est-ce que c'était, et on savait pas encore la maladie, est-ce que c'était ma tête qui lui revenait pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé ça très sympa et ça m'a beaucoup marqué. Donc de toute façon, je ne suis pas restée dans ce grand groupe. J'ai intégré du coup une petite entreprise il y a 3 ans. Et en fait, j'ai une très bonne relation avec mon responsable et une très bonne relation avec ma direction qui m'a permis en fait, au fur et à mesure que j'ai eu le diagnostic, de pouvoir en parler avec eux et de leur expliquer, voilà, peut-être que vous me voyez un peu plus fatiguée ou si vous me voyez avec la canne, parce qu'au bout d'un moment j'ai été obligée de marcher avec une canne, j'ai 23 ans, j'ai une canne pliante sans arrêt dans mon sac.
ce qui ne me permet pas, de plus avec l'hyperlaxité, de porter des sacs à main. Donc je suis obligée de porter un sac à dos, on m'appelle Dora. Hein. Je suis obligée de porter un sac à dos. Il y a plein de petites choses où on a envie de faire femme, on a envie d'être élégante, d'avoir son petit sac à main, machin. Il y a des choses que je peux pas faire parce que mes épaules se déboîtent toutes seules, parce que c'est trop lourd, parce que c'est pas pratique de marcher avec un sac à main et de tenir la canne en même temps. Donc je suis obligée de prendre un sac à dos. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et du coup j'ai eu des responsables qui sont très bienveillants et qui m'ont d'ailleurs proposé de faire du télétravail dans les journées les plus sombres en fait, où j'ai vraiment trop mal et où je peux pas me déplacer. Donc si vous passez aussi par là, je vous remercie du fond du cœur parce que ça m'aide énormément à gérer mes semaines. Quand je fais ma semaine entière, je suis tellement fière de moi. Ça paraît tellement débile, hein, mais je suis tellement fière de moi de pouvoir faire des semaines entières et de me dire j'ai réussi, j'ai été travailler toute la semaine, je me suis levée tous les jours, même si j'avais mal, j'ai été et voilà, c'est cool. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu sur la vie professionnelle. C'est un peu handicapant parce qu'il y a des jours où voilà, on peut pas venir travailler. Les transports en commun c'est pas facile. Les remarques qu'on peut vous dire au travail en disant que je fais... Moi on m'a dit que je faisais semblant. Hein. Que je faisais semblant, que j'en abusais, que j'en jouais. Ah bah aujourd'hui t'as la canne enfin hier t'avais la canne et aujourd'hui tu marches très bien, limite tu pourrais courir. Enfin c'est des petites insinuations qui disent que je suis une bonne actrice. Et si j'étais une bonne actrice, honnêtement j'attends qu'on me décerne un prix parce que ça demande tellement d'investissement et tellement d'énergie que je suis balèze quand même. Hein. Très balèze. Donc voilà, ça c'est un peu sur la vie professionnelle. Sur la vie personnelle, ça a un impact. Pourquoi? Parce que déjà, je vois plus. Bon, j'ai pas 15 000 amis, j'en ai jamais eu. Mais je veux dire que le peu d'amis que j'ai, ben je les vois pas souvent parce que je suis très souvent fatiguée. Donc je ne peux pas prévoir les choses à l'avance. Je peux pas leur dire ouais, t'as raison, on se fait un resto samedi soir, machin. Alors que des fois, le samedi matin tout va bien, samedi après-midi, je suis prise une grosse crise, je peux plus bouger. Et c'est relou. C'est relou de devoir annuler la veille pour le lendemain ou des fois le jour même. euh, Parce que bah voilà, on a envie de sortir entre amis, on a l'âge aussi, j'ai 23 ans donc c'est un âge où on sort et on profite de la vie, mais je peux pas le faire parce qu'il faut que je le fasse à mon rythme et que je peux pas imposer ça aux autres. Et moi je sais qu'on m'a souvent, enfin on m'a souvent, peut-être pas souvent, mais j'ai eu des échos comme quoi ouais c'est relou, on t'invite, tu t'endors, t'es fatigué, machin. Mais c'est des choses vraiment que je ne contrôle pas. Et je peux comprendre, alors pas pour tout le monde, mais je peux comprendre que ça peut être chiant, mais ça l'est encore plus pour moi parce que moi je peux pas profiter des soirées, je peux pas profiter des événements, je peux pas me rendre à certaines soirées, certains trucs organisés parce que je me sens mal et je me sens mal de l'imposer. Donc des fois même c'est moi qui vais dire non parce que je sais que ça va être une activité qui va me demander tellement d'énergie que je serai morte. Donc je me mets en retrait toute seule. En fait, je sais pas si vous arrivez à comprendre la finalité des choses, mais c'est que ça nous met dans un isolement social assez important. On n'ose pas faire certaines choses, certaines actions, certaines sorties, parce qu'on sait qu'on va être un poids pour les autres. Et que moi j'ai pas envie d'être un poids pour les autres. J'ai déjà fait des sorties avec des copines, j'étais avec la canne, elles marchent à leur rythme, hein, droit devant. Moi je suis derrière et elles sont là obligées toutes les 5 minutes de m'attendre. Et enfin, c'est quelque chose que je déteste de devoir imposer ça. Et c'est très compliqué à vivre pour les autres et pour soi. Et encore plus quand je parle de vie personnelle, même dans la vie de couple, c'est très compliqué. Je sais, il y a des filles, enfin des femmes à qui je parle, parce que je sais que la fibromyalgie touche plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des hommes, hein, avec qui je parle, qui me disent qu'elles ont la chance voilà, d'avoir un mari, d'avoir un copain qui est là pour elles, qui la soutient. Et c'est génial, on n'a pas tous cette chance-là. Parce que c'est difficile de vivre avec une personne qui est malade. Moi, c'est ce que je conçois hein, et je veux l'imposer à personne. Mais par contre, il y a des choses à ne pas dire. Et ça, que ce soit dans le couple ou ailleurs, d'ailleurs, il y a des phrases qu'on entend bouge-toi, fais un effort, de toute façon, c'est relou, avec toi, on peut rien faire. T'es toujours fatigué, t'as toujours un pied de travers, il n'y a jamais rien qui va. On vous fait la gueule, on vous fait culpabiliser d'être malade. Mais je vous rappelle, hein, et je parle à ceux qui font ce genre de critiques, qu'ils soient conscients ou non, d'ailleurs, parce qu'il y en a c'est volontaire, hein, il y en a qui font pas exprès, mais il y en a c'est volontaire. On n'a pas choisi. Hein.
On n'a pas choisi d'être malade, on n'a pas choisi d'avoir ces difficultés-là. Moi, si j'avais pu choisir, j'aimerais avoir un corps, pardon, j'espère qu'il est en bonne santé aussi, un corps en bonne santé pour pouvoir faire les activités de tous les jeunes de mon âge, pouvoir voyager, pouvoir faire des longues marches, pouvoir, enfin, faire plein de choses, sans toujours me dire ah bah non, je peux pas parce que là j'ai mal, parce que ça me rattrape. C'est des choses qu'on n'a pas choisies. Il faut que ça rentre, hein. Mais c'est des choses qu'on n'a pas choisies. Vous pouvez pas nous faire culpabiliser et nous dire ah mais ouais mais tu vois avec toi c'est relou parce qu'on peut pas faire ça ça ça. Mais j'ai pas choisi. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je suis capable de faire plein de choses, surtout si je m'écoute pas, ce qui est pas toujours bon. Mais il faut le faire à mon rythme. Et forcément, quelque part, c'est un peu de l'adaptation. Je pars du principe que quand on aime la personne, d'un amour réellement sincère, on laisse la personne aller à son rythme. Et on la suit. Parce que c'est comme ça. Au bout de certaines années de vie commune ou de relation, on vit avec la personne, on sait ce qui se passe, on connaît un peu les réactions, les douleurs, les choses comme ça. Je sais que physiquement, des fois, et souvent, on peut se sentir impuissant. On n'a pas toujours besoin d'un câlin ou quoi que ce soit, parce que même moi, des fois, juste un toucher, un câlin, ça peut me faire mal. Mais de savoir que l'autre est présent, de savoir qu'on a une écoute, une épaule sur qui pleurer, qu'on peut faire tomber les masques, parce que le masque, on le porte toute la journée, au travail, partout. On essaie de faire bonne figure, de pas se plaindre, de pas dire qu'on a mal, de pas... Parce que c'est relou pour tout le monde d'entendre quelqu'un se plaindre, de toute façon, et puis moi, je suis pas comme ça. Mais quand on rentre chez soi, on a envie de tout lâcher, de se sentir libre, de dire ah, là j'ai envie de pleurer parce que vraiment ça me fait mal, je me suis retenue. Et ça m'arrive hein, de pleurer en cachette, de me dire c'était dur aujourd'hui, j'ai rien dit, personne le sait. Maintenant si mon entourage le voit, bah vous le savez. Ça m'arrive de pleurer, de me sentir très mal. C'est pas parce qu'on fait bonne figure que même sur les réseaux on a des grands sourires, etc. Il y a des côtés de la maladie qui sont très compliqués. Le handicap, le fait de se sentir seule, le fait de se sentir incomprise, d'entendre toutes les remarques inappropriées et qui le plus souvent, viennent de l'entourage, c'est très dur à encaisser. C'est très très dur parce que ces gens-là, les personnes qui font ce genre de remarques, demain elles tombent malades. Je pense qu'elles aimeraient qu'on soit à leurs soins, qu'on soit là pour les écouter, qu'on puisse essayer de faire des petites choses pour faciliter le quotidien. Et pourtant, alors on voit pas du tout l'ascenseur. Et en fait, les gens ne comprennent pas que tant que vous n'êtes pas touché, bon bah ça va. Mais personne ne peut être épargné. Je veux dire, ça peut tomber sur quelqu'un, et je vous le souhaite absolument pas, mais ça peut tomber sur n'importe qui et à tout moment de votre vie. Donc faites le bien autour de vous et faites attention à ce que vous dites. Parce que ça a un impact tellement fort, mais tellement. L'isolement, le fait qu'il y en a qui disent qu'ils sont dans la dépression, alors là ils vont dire que c'est la dépression qui a engendré la maladie chronique, alors que c'est le fait de sentir mal. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ne serait-ce que d'imaginer d'avoir mal tout le temps. Ça veut dire jour, nuit, été comme hiver, 7 jours sur 7, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, bref, il y a toujours quelque chose, vous êtes jamais bien, c'est frustrant pour la personne qui est atteinte de la maladie chronique. C'est frustrant de jamais se sentir bien. De se dire demain matin je vais me lever, dans quel état je vais me lever? Est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire? On ne peut rien prévoir à l'avance, on n'est jamais bien, on est un poids pour les autres, c'est très compliqué. Et forcément, il y en a qui sombrent dans cette dépression parce que quand on s'isole et qu'on est mal entouré, et qu'en plus d'être mal entouré ou de ne pas être entouré du tout, on est entouré de certaines personnes qui sont toxiques, il faut le dire, et qui vous aident pas, qui vous donnent pas le sourire et qui essayent pas de vous emmener vers l'avant, de vous tirer vers le haut et de toujours vous dire que ça va aller, que ça va bien se passer, que la personne est là, c'est compliqué de s'en sortir tout seul. Surtout, je pense à des personnes qui sont encore dans cette errance médicale, pour qui le diagnostic n'a pas été posé, qu'on a encore un peu dans le doute, le questionnement, et qu'on n'est pas entouré. Je sais que c'est dur. Je l'ai vécu et je sais que c'est dur. Et si toi tu me regardes et que tu es dans ce cas-là, tiens le coup. Si tu as envie de discuter avec moi, ben je suis là. Tiens le coup et tu vas y arriver, ça va le faire. Faut pas baisser les bras, il faut se battre pour soi, parce que personne ne le fera pour nous. Et c'est très important. Ça, c'est le point vraiment sur lequel j'insiste. Et je vais juste revenir sur une chose par rapport aux symptômes. Moi, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que sur les douleurs que j'ai, les petits trucs qui apparaissent tout seuls, on se pose la question, c'est à en devenir hypocondriaque, réellement.
C'est-à-dire qu'avant, je m'attardais pas sur des petites choses, j'ai mal là, ça va passer et basta. Maintenant, quand on a mal quelque part ou qu'il y a un autre petit truc qui apparaît, une douleur, une grosseur, je sais pas, n'importe quoi, je vais me dire, attends, ça y était pas. Et je vais essayer de trouver une explication. Ah, mais ça pourrait venir de là, de là. Ça nous fait stresser parce qu'on arrive à un stade où on n'arrive plus à différencier les symptômes de ceux qui sont réellement liés à la pathologie, qu'on connaît ou qu'on connaît pas encore. Donc il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, des troubles intestinaux, des... Bref, ça c'est le côté pas très glamour de la maladie, mais pourtant c'est le cas. Le ventre toujours gonflé. Alors avant, je pouvais mettre des bodys, des trucs, vraiment j'avais le ventre plat, j'avais aucun problème, c'était génial. Maintenant c'est fini, hein. Parce que de toute façon, que je mange ou que je mange pas, même je mange le moindre petit truc, mon ventre, on dirait que j'attends un bébé déjà de 5 mois, ça va pas du tout, c'est pas possible. Et donc ça engendre des complexes, des frustrations, enfin c'est une catastrophe. Et effectivement, on a du mal à différencier ce qui pourrait être les symptômes de la pathologie ou d'une autre maladie, d'une autre infection, d'une autre, je ne sais pas, d'une autre maladie tout court d'ailleurs. Donc des fois, on risque de passer à côté de quelque chose. Ça veut dire que on sait que par exemple dans la fibromyalgie, il y a les troubles intestinaux. Donc on va se dire, bon j'ai un peu mal, c'est la fibromyalgie, ça va passer. Et ça se trouve, il y a quelque chose de plus grave, qui n'a strictement rien à voir. Mais on va pas aller vérifier parce qu'on va se dire, ça va passer, et puis c'est chronique, et puis c'est la maladie. Et il y en a qui vont du coup laisser ça de côté en se disant c'est la maladie, on verra. Et d'autres qui vont aller voir tous les médecins, ah ouais non ça c'est pas normal. Et des fois c'est mieux de vérifier, il vaut mieux vérifier qu'il n'y a rien, on s'est inquiété un peu pour rien mais voilà, que de laisser traîner. Bon c'est deux écoles, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement c'est pas facile de devoir différencier chaque symptôme, de toujours avancer dans la vie, de se rendre compte qu'il y en a encore des nouveaux, de se dire ah bah tiens ça je l'avais pas, ça j'avais pas mal avant, pourquoi là j'ai ces trucs là sur la peau, est-ce que c'est normal que j'ai telle et telle articulation qui peut gonfler ou ça me démange ou ça, bon bref. C'est très long, c'est très compliqué de faire tout ce cheminement là et c'est très frustrant. Voilà. Donc, si j'avais des préconisations à faire aux personnes qui sont déjà malades, c'est de jamais baisser les bras, de vous battre pour vous, d'aller à votre rythme et d'écouter votre corps. Parce que notre corps, il nous envoie des signaux. Si vous êtes fatigué, s'il a mal à un endroit, ça veut toujours dire quelque chose. Toujours. Et qu'il faut aller à son rythme, il faut faire ce deuil, j'en ai parlé sur un de mes posts Instagram, de faire ce deuil de la vie et de votre santé antérieure. Vous ne pourrez plus faire les choses comme avant, c'est plus possible, il faut l'accepter. Je sais que c'est dur et même moi je suis encore dans ce chemin-là, mais il faut l'accepter en fait. Ça sera plus comme avant, on pourra plus faire des sorties, rentrer tard le soir, tout doit être calculé. Je sais que c'est embêtant parce qu'on se dit bah tiens, samedi prochain j'ai un mariage, je vais mettre des talons, il y aura de la musique, il va faire chaud, ça va durer jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Ça va me demander sacrément de l'énergie. Et ben il faut calculer pour essayer de se reposer la veille ou pour se reposer le lendemain. Ou vraiment, c'est très frustrant et je le sais, mais c'est comme ça qu'on peut se sentir mieux. Après, il y a plein de petits tips. Moi, j'ai vu des médecins et d'ailleurs, je devrais prendre rendez-vous en médecine interne. On m'a conseillé la méditation, la relaxation, l'acupuncture, l'hypnose. Faites du sport. Moi, j'en fais pas beaucoup, j'avoue, parce que j'ai encore du mal à. Je sais que c'est important. Je sais qu'il faut le faire parce que de rester assis à rien faire, c'est pas bon pour notre corps non plus. Et qu'il faut l'entretenir, quoi qu'il arrive. Mais des fois, je vais le faire. Je vais avoir mal. Et pas, je parle pas de simples courbatures. Hein. Je vais avoir mal et ça va un peu me décourager de me dire à chaque fois je vais faire un effort, j'ai mal. Et pourtant, c'est un cercle un peu vicieux, mais c'est comme ça. Il faut le faire. Je fais un petit peu de méditation, j'en fais le soir et 5 minutes, juste 5 minutes le matin quand j'arrive au bureau. Et j'avoue que ça me détend un peu. Donc essayez de trouver une méthode, vous, qui vous relaxe et qui vous fait vous sentir bien. Qui vous déstresse dans les moments vraiment de stress chronique ou enfin voilà, de vous détendre au maximum, d'essayer d'arrêter de se justifier auprès des autres et surtout auprès de ceux qui ne comprennent pas, que ce soit l'entourage et qui ne veulent pas comprendre surtout, que ce soit l'entourage proche ou professionnel ou encore des gens que vous connaissez même pas, ça sert à rien, ça vous puise votre énergie,
vous êtes fatigué. Et de toute façon, si les gens ont décidé de ne pas essayer de comprendre, de ne pas être bienveillant, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, ça changera absolument rien. Donc à part que vous allez puiser dans votre énergie qui aurait pu servir à faire plaisir à vos enfants, faire une sortie, aller manger au restaurant, enfin bref, ça sert à rien. Donc il faut arrêter de faire ça. Et surtout voilà, essayer de vous entourer au maximum de personnes qui sont positives. Pour moi, c'est vraiment donnant, plus égale plus. C'est important d'être entouré de gens positifs. Ça vous permet aussi de mettre un peu en retrait cette pathologie-là. En tout cas, de mieux la vivre, d'accepter qu'il faut vivre avec elle et pas contre. Parce qu'en vous battant toujours contre, elle va gagner. Donc c'est un combat perdu, autant vivre avec que vivre contre, c'est mon conseil à moi. Et puis si je devais donner des conseils aussi aux personnes qui vivent avec des personnes malades, ou qui en connaissent, ou qui en côtoient dans leur entourage, c'est d'être un maximum bienveillant. Évidemment, vous ne pouvez pas ressentir le mal que nous, on ressent. On ne pourra jamais comprendre à moins de le vivre, et encore, parce que chaque personne est différente, et puis chaque personne a sa perception de la douleur ou de la fatigue. Donc personne ne comprend mieux que soi-même. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais voilà. En tout cas, c'est d'être assez bienveillant et d'être à l'écoute de l'autre, d'aller à son rythme, de pas la brusquer, de pas forcer pour faire certaines choses si elle ne peut pas le faire. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire culpabiliser parce qu'on y est pour rien. On y est pour rien. Une personne qui a le cancer, une personne qui a le diabète, une personne qui a la sclérose en plaques, une personne qui a la maladie de Lyme, la fibromyalgie, plein de choses, le lupus, on y est pour rien. C'est-à-dire qu'on souffre au quotidien et on se bat déjà pour nous-mêmes. Pourquoi on ira encore se battre pour que vous essayiez de comprendre, de se justifier, de se fatiguer? Ça sert strictement à rien, ça nous fait plus de mal à nous qu'autre chose. Donc au moins, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas envie de comprendre, vous prenez la porte, vous sortez de notre vie et c'est terminé. Parce que c'est trop fatigant, c'est trop frustrant et c'est pas bien pour nous. Ça nous apporte rien de positif. Donc quand ça apporte rien de positif, ça sert à rien. Voilà, ça c'est vraiment les conseils. J'avais vraiment besoin de faire cette vidéo pour déjà moi vider mon sac. Pour les personnes qui vont me regarder, qui sont malades, qu'elles sachent qu'elles sont pas seules, qu'on a sûrement des ressentis similaires, autant vis-à-vis des gens, des problèmes de handicap dans la vie quotidienne, privée, les remarques qu'on peut entendre, les frustrations qu'on a. Qu'on est pareil, qu'on a le même combat et qu'on doit surtout se serrer les coudes. C'était aussi une vidéo pour sensibiliser, pour que les gens puissent comprendre de l'extérieur à quel point d'être malade chronique, et peu importe la maladie, et il y en a qui sont beaucoup plus durs à vivre, je pense, que la fibromyalgie, je pense pas être vraiment à plaindre, mais je donne mon expérience et mon avis sur les choses et comment moi je le vis. C'est difficile au quotidien, mais on se bat, on est là. On est là, j'ai créé mon compte Instagram, j'ai une super communauté, j'ai fait des superbes rencontres, pour l'instant qui sont la plupart virtuelles, mais ça devrait pas rester longtemps comme ça. Et puis voilà, on arrive à se soutenir, à discuter de tout en fait, et pas uniquement la maladie. Ça c'est bien, parce que si j'avais pas eu la fibromyalgie, j'aurais jamais rencontré ces personnes-là, j'aurais jamais discuté de tout et de rien avec d'autres personnes, je serais pas autant ouverte. Enfin, je vais pas remercier d'être malade, parce que c'est quand même plus un fardeau qu'autre chose au quotidien. Mais sans cette maladie-là, j'aurais pas la même vision de la vie, je l'apprécierais pas de cette manière-là. C'est tellement important. Si toi tu me regardes derrière ton écran et que tu as la santé, mais profite et fais les choses vraiment correctement, et une bonne hygiène de vie, continue de faire attention à toi et à tes proches, parce qu'on sait pas de quoi est fait demain, que ça peut toucher n'importe qui, on n'est pas à l'abri, et t'as tellement de chance. Donc voilà, de fait, continuez de faire le bien, soyez bienveillants. Moi, je vous attends en commentaire ou sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao.